La Russie est souvent présentée comme un colosse militaire, doté de la deuxième plus grande armée du monde et d'un arsenal chargé qui devrait être dominant sur le papier. Il possède la deuxième plus grande force aérienne derrière les États-Unis et un inventaire de chars et d'artillerie qu'aucun autre pays ne peut égaler. Ses flottes navales, chargées de plus de corvettes et de sous-marins que quiconque, devrait faire de lui un titan de la guerre conventionnelle. Toutefois, le conflit en cours en Ukraine dresse un tableau différent. Malgré un nombre écrasant et une puissance de feu écrasante, la Russie a eu du mal à remporter une victoire décisive contre un adversaire beaucoup plus petit. Cet apparent décalage entre les attentes et la réalité soulève la question suivante. Quelle est l'efficacité des armes russes sur la scène internationale? Cela peut être dû en partie aux tactiques utilisées par la Russie. Deuxièmement, au fait que l'Ukraine a reçu un soutien important de la part des pays occidentaux pour tenter de repousser les ambitions du président Vladimir Poutine. Mais il y a une autre raison pour laquelle l'armée russe n'est pas aussi forte en pratique qu'elle ne l'est sur le papier. De nombreuses armes russes sont mauvaises, tellement graves qu'ils n'ont pas pu suivre ce que produisait l'Occident, causant de lourdes pertes aux soldats russes en Ukraine. Ce n'était pas le cas dans le passé, au plus fort de la guerre froide. Les armes russes avaient la réputation d'être robustes et de bonne qualité. Ils ont peut-être manqué toutes les fonctionnalités qui accompagnent les armes américaines, mais ils ont fait ce qu'ils avaient à faire sur le champ de bataille. Ils ont travaillé. Prenons l'exemple du char T-34. Introduit en 1940, le T-34 est devenu le char russe le plus performant. Ce fut également une classe de maître en matière d'innovation, puisqu'il devint le premier char moderne doté d'un blindage incliné, ce qui rendait difficile la pénétration des armes anti-char dans le blindage du véhicule, et d'un système de suspension indépendant, qui augmentait sa maniabilité. Cette innovation en matière de conception, combinée à l'accent mis sur la fonctionnalité, constituera la marque des armes russes pour les années à venir. Le pays construisait des sous-marins nucléaires et des avions de combat et pouvait rivaliser avec ce que les États-Unis avaient de mieux à offrir. Le plus célèbre étant peut-être l'AK-47 Kalachnikov. Souvent considéré comme l'un des fusils les plus fiables au monde, l'AK-47 et ses variantes se sont vendues à plus de 100 millions d'unités et restaient être l'arme d'infanterie standard dans 106 pays. Selon Army.com, ces types de ventes ne se produisent pas sur les armes de rebut. Ils soulignent également les exportations passées de matériel militaire de la Russie. Dans les années 1980, la Russie était l'un des principaux exportateurs d'armes au monde, juste derrière les États-Unis en termes de vente totale. Visual Capitalist fournit ici des données intéressantes, montrant que les exportations d'armes russes ont oscillé autour de 40 milliards de dollars par an pendant la majeure partie des années 1980, avant de tomber à 30 milliards de dollars en 1990 et de ne jamais se redresser. Je le répète, de telles ventes n'ont lieu que si les acheteurs sont satisfaits du produit. Et l'acheteur heureux, en termes militaires, devrait souligner que le pays en question produit de bonnes armes ou, dans le cas de la Russie, de bonnes armes. Le fait est que les ventes d'armes russes sont en baisse constante depuis des années. Nous en avons eu un aperçu en 2010, lorsque Visual Capitalist a montré que les exportations russes s'étaient tombées en dessous de 20 milliards de dollars entre 2000 et 2004, ce qui signifie que moins de la moitié des ventes avaient été réalisées dans les années 1980. La reprise des années suivantes a ramené les exportations russes au niveau de 30 milliards de dollars. Mais ces dernières années, les exportations d'armes russes ont chuté de façon spectaculaire. Bien sûr, certains diront que cela a du sens. La Russie est impliquée dans un long conflit avec l'Ukraine. Il est donc naturel que ce pays stocke des armes pour les envoyer à ses troupes, plutôt que de les vendre à d'autres pays. Cela aurait du sens, si ce n'est que l'effondrement a commencé bien avant que Poutine n'envahisse l'Ukraine. Selon GIS, une société d'analyse et de prévision géopolitique, la part de la Russie sur le marché mondial de l'armement a chuté de 22% entre 2013 et 2017, à 16% sur la période 2018-2022.
Il convient de noter que les 4 années qui ont précédé la guerre en Ukraine montrent que l'opinion mondiale à l'égard des armes russes était en déclin bien avant le début du conflit. La perte d'une vente aussi importante à l'Inde a été le point le plus bas du déclin de l'industrie d'armement russe. Entre 2018 et 2022, les ventes vers l'Inde ont diminué de 37%. Cela se reflète dans les niveaux de vente de 7 autres des 10 principaux acheteurs en Russie, qui ont chuté ensemble de 59% en moyenne. Seuls la Chine et l'Égypte ont acheté plus d'armes à la Russie en 2018-22 qu'en 2013-17. Cela nous amène à la question évidente. Pourquoi ce déclin? Un article de Politico d'avril 2024 émettait l'hypothèse que la guerre en Ukraine a révélé les armes de la Russie telles qu'elles sont réellement, révélant que ses capacités militaires et de fabrication d'armes sont un mythe. Ils ne méritent tout simplement pas la réputation dont ils jouissaient à l'époque soviétique. Il citait également l'Inde comme un excellent exemple d'accès mondial aux armes russes modernes. Le pays a dépensé 60 milliards de dollars en armes russes au cours des 20 dernières années. Mais ce chiffre est en baisse spectaculaire. Entre 2009 et 2013, la Russie représentait 76% des importations d'armes de l'Inde. Ce nombre a diminué de moitié entre 2018 et 2023. La Russie ne possédait que 36% des armes achetées par l'Inde. La raison? Les armes russes sont vieilles et peu fiables. C'est ce que révèle la documentation préparée par le ministère ukrainien de la Défense, qui a examiné les armes russes récupérées sur le champ de bataille et a constaté que la plupart étaient au mieux peu fiables et au pire de qualité inférieure. Les dossiers montrent que les hélicoptères et véhicules blindés russes sont si faibles que nombre d'entre eux ne peuvent pas résister aux tirs d'armes légères. D+. Ces fusées sont inexactes. L'Ukraine affirme qu'elle n'a que 33% de chances d'atteindre ses cibles. Dans une déclaration d'août 2022, l'analyste des affaires mondiales Amy Sakarou Donatas a cité l'hélicoptère d'attaque Alligator K-52 comme exemple, souvent salué comme l'hélicoptère le plus avancé de Russie. Le K-52 se conçut comme l'équivalent d'un char volant doté d'un cockpit capable de repousser facilement les tirs directs d'obus de 12,7 mm. La réalité est complètement différente, expliquait Donatas. Mais comme il s'est avéré dans la pratique, le K-52 peut être désactivé avec une mitrailleuse de 7,62 mm. C'est loin d'être un char volant, car cela montre que les armes russes ne répondent souvent pas aux affirmations du pays à leur sujet. C'est peut-être la raison pour laquelle tant de pays cherchent des armes ailleurs. Ils peuvent voir à travers l'écran de fumée russe, surtout lorsqu'ils ont entre les mains cette arme défaillante. Le K-52 n'est qu'un exemple. Examinons de plus près certaines des armes russes, en commençant par une pièce d'équipement qui devrait être le joyau de la couronne du pays. Réservoir T-90, construit à la fin de l'ère soviétique. Le T-90 constituait une amélioration considérable par rapport aux anciens chars T-72 et T-80 de l'arsenal russe. Et au moins pendant un certain temps, c'était l'un des meilleurs chars du monde, équipé d'un blindage composite réactif et avancé, d'un canon de 125 mm et d'un système de conduite de tir aussi moderne qu'au départ. Il ressemblait en tout point à un char moderne sur le papier. Mais bien avant la guerre en Ukraine, cela commençait déjà à se révéler. Les conflits russes en Tchétchénie et en Syrie ont révélé que le T-90 est vulnérable aux systèmes anti-chars les plus modernes. À mesure que les drones devenaient plus visibles sur le champ de bataille, ils devenaient encore plus vulnérables aux attaques. Poussés par des intérêts nationaux, les combattants tchétchènes et syriens qui s'y sont opposés affirment qu'une forme d'attaque moderne n'est pas nécessairement nécessaire pour détruire le T-90. Le plus souvent, une grenade propulsée par fusée standard ou un RPG suffira pour cette tâche. La guerre en Ukraine a encore plus exposé le T-90. Non seulement il doit faire face aux tirs de RPG, que les Tchétchènes et les Syriens ont utilisé pour détruire plusieurs chars, mais il doit également faire face à des systèmes anti-chars modernes comme le Javelin. Lorsqu'il est frappé par le haut, le Javelin peut facilement pénétrer le blindage du T-90, laissant derrière lui un obus endommagé.
En avril 2022, l'Ukraine a reçu 7 lentes des États-Unis et les utilise depuis pour détruire les chars russes. La Russie n'a pas été en mesure de réagir efficacement à ce type d'armes anti-chars. En octobre 2023, Forbes a rapporté que la Russie avait alors perdu plus de 200 chars en Ukraine, dont environ 60 étaient des T-90. Ceci en soi est révélateur. Si le T-90 est censé être le meilleur char russe, pourquoi si peu d'entre eux sont-ils livrés en Ukraine par rapport à d'autres chars beaucoup plus anciens? Selon Forbes, la situation s'est tellement détériorée que la Russie a été contrainte de réactiver les T-72, T-62 et même les T-54 et T-55. Certains de ces chars ont environ 70 ans, et c'est encore pire. La Russie est tellement désespérée de défendre ses chars contre les armes anti-chars modernes qu'elle en est venue à s'appuyer sur ce que les médias appellent ironiquement les cages Cope. Vice rapporte que ces cages, qui semblent sans avoir été fabriquées à la hâte, à partir de matériaux courants, puis placées au hasard sur la tourelle du char, ont été vues pour la première fois en novembre 2021, lorsque les chars russes ont commencé à entrer en Crimée. Sans aucune uniformité dans leur conception, les cages donnaient l'impression d'une tentative désespérée de se défendre contre des armes comme le javelot. Le concept est assez simple. Une lance qui autrement toucherait le char heurte la cage et l'explosion qui en résulte ne pénètre pas dans le réservoir. Les cages de Cope n'ont pas fonctionné. Si tel était le cas, la Russie n'aurait pas perdu plus de 2-0 chars en Ukraine. L'ensemble de la situation indique que la Russie n'a pas réussi à moderniser ses chars pour faire face aux armes anti-chars modernes. Dans le cas du T-90, ce n'est pas nécessairement un mauvais char, certainement pas dans le contexte de la guerre en Ukraine, puisque l'Ukraine a été contrainte de s'appuyer sur les modèles T-62 et T-72. Selon le lieutenant ukrainien Alexander Romanchuk, 2 ou 3 chars plus anciens suffisent pour combattre le T-90. Le T-90 apparaît plutôt comme un vestige d'une forme de guerre de plus en plus abandonnée. Il est peut-être encore un peu meilleur que de nombreux autres chars, en particulier ceux conçus plus tôt. Mais c'est un joyau de l'ère soviétique qui est détruit à plusieurs reprises par des armes anti-chars contre lesquelles il n'a jamais été conçu pour se défendre correctement. Concentrons-nous sur les missiles russes. Vous avez déjà entendu les affirmations d'Emi Sakariou-Donatis selon lesquelles les missiles russes ne sont pas particulièrement précis. En 2022, il a approfondi cette thèse, affirmant que les évaluations d'experts sur les missiles russes sur le territoire ukrainien montrent qu'un missile de croisière 3 M14 calibre lancé depuis la mer n'a que 33% de chance d'atteindre sa cible. Pire encore, environ 30% de ces missiles touchent des cibles civiles plutôt que des cibles militaires. Un rapport de mars 2022 publié dans Reuters semble étayer ces affirmations. Elle a cité 2 responsables américains, s'exprimant sous couvert d'anonymat, affirmant que le taux de défaillance des missiles russes atteignait 60% au cours des 2 premiers mois de la guerre. Reuters suppose que ces taux d'échec pourraient être la raison pour laquelle la Russie n'a pas réussi à établir rapidement un contrôle aérien malgré une armée beaucoup plus nombreuse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il était difficile pour la Russie de conquérir rapidement des objectifs quelques jours seulement avant que l'Ukraine ne reçoive le soutien régulier de l'Occident. Pour situer le contexte, les États-Unis estiment qu'au 25 mars 2022, la Russie avait tiré 100 missiles sur l'Ukraine. Si le taux d'échec de 60% est correct, cela signifie que 660 de ces roquettes ont raté leur cible ou n'ont pas explosé au moment où elles l'ont fait. Selon des experts militaires interrogés par Reuters, un taux d'échec de 20% peut être considéré comme élevé. Un taux de 60% est catastrophique. Defense News suppose que, comme pour les chars russes, les missiles de ce pays n'ont pas suivi le rythme des développements modernes. En mai 2023, elle a noté que les attaques de missiles russes contre les infrastructures ukrainiennes devenaient moins fréquentes. Cela s'est produit après une année au cours de laquelle le pays est devenu de plus en plus dépendant des frappes de missiles, ce qui était moins le signe que les frappes fonctionnaient que le signe que la Russie n'atteignait pas ses objectifs.
Le site Internet affirme qu'une stratégie typique d'utilisation de missiles lourds impliquerait un bombardement précoce, comme nous l'avons vu au cours des premiers mois de la guerre, qui ralentirait une fois que les missiles auraient en fait leur travail, détruisant des infrastructures clés et des sites militaires. Cela ne s'est pas produit. Selon Defense News, la faiblesse des services de renseignement russes et le manque de capacité de ciblage moderne en sont la cause. En termes simples, il est trop facile pour l'Ukraine d'abattre des missiles russes, à supposer même qu'ils atteignent leur cible. C'est peut-être la raison pour laquelle la Russie s'appuie de plus en plus sur des armes plus anciennes, comme les bombes de croisière, pour faire des ravages en Ukraine. Le pays a commencé à convertir les anciennes bombes Fab 1500 de 1,5 tonnes et Fab 3000 de 3,4 tonnes en y attachant des ailes. Les bombes sont lancées derrière les lignes de front et les ailes leur permettent de planer à proximité de la cible. Ils ne sont pas particulièrement précis, du moins par rapport à ce que devrait être une balle moderne. Mais même s'ils n'atteignent pas exactement la cible, ils provoquent une explosion si importante qu'ils causent quand même des dégâts considérables. Si l'utilisation de ces vieilles bombes peut être considérée comme une démonstration de l'ingéniosité russe, c'est aussi un aveu involontaire. Nos missiles ne font pas leur travail. Nous avons donc dû trouver d'autres moyens d'attaquer l'Ukraine. Ainsi, les chars et missiles russes montrent clairement leur âge et tombent en panne, à un rythme auquel personne ne s'attendait avant le début de la guerre en Ukraine. Mais la situation empire avec la Russie. Son armée de l'air est se confrontée au même problème que ses forces terrestres. En février 2024, la BBC a rapporté que l'Ukraine avait abattu un nombre stupéfiant de 342 avions russes et 325 de ses propres hélicoptères. C'est un chiffre pour un pays qui devrait avoir la deuxième plus grande force aérienne au monde. Et encore une fois, Emma Sakura Donatas, parlant plutôt du K-52, a souligné l'une des raisons pour lesquelles cela pourrait se produire. Un char volant russe peut être détruit avec des munitions assez standards. Et cela ne s'arrête pas là. Selon un article d'octobre 2023 sur Breaking Defense, l'armée de l'air russe, VKS, a des difficultés avec la disponibilité des avions après avoir perdu autant d'avions. Mais ce qui est encore plus inquiétant pour VKS, c'est que la plupart des avions qu'il perd ne sont pas d'anciens chasseurs Sukhoi et MiG de l'ère soviétique. Les modèles Sukhoi les plus récents sont tout aussi susceptibles d'être abattus que les avions vieillissants envoyés en Ukraine. Breaking Defense rapporte en outre que la durée de vol totale de nombreux avions russes plus anciens, tels que le Su-34, a déjà dépassé les projections d'avant-guerre. Ces navires ont été contraints de passer plus d'heures dans le ciel qu'ils n'étaient censés le faire, ce qui signifie essentiellement que, d'un point de vue mécanique, ils fonctionnent à l'émanation. Cette augmentation du nombre d'heures crée également un besoin de maintenance plus fréquente, et le ministère de la Défense britannique a indiqué que cela constitue également un problème pour VKS. Le besoin de maintenance supplémentaire est compliqué par le manque de pièces de rechange dues à la demande croissante et aux sanctions internationales. Voir le rapport RAND d'août 2023 pour plus de détails. Il affirme que la Russie se trouve dans une situation où elle tente encore de s'éloigner des avions de l'ère soviétique qui ont fait d'elle une puissance aérienne si redoutable pendant la guerre froide. Il a également des difficultés à mettre de nouveaux avions en ligne. Environ la moitié de la flotte russe est constituée d'avions modernisés datant de l'ère soviétique, car la Russie ne peut pas construire de nouveaux moyens aériens assez rapidement. Nous constatons donc la même situation que celle des chars russes. Le pays s'appuie sur une technologie issue d'une époque militaire révolue, ce qui pourrait expliquer le succès du VKS en Ukraine. En termes d'heures de vol, les plateformes de l'ère soviétique si largement utilisées par la Russie sont généralement conçues pour 2,0 à 3,500 heures de vol. C'est bien en dessous des 3,500 à 4,500 heures que peuvent durer la plupart des avions militaires modernes. RAND affirme que même avec des efforts de modernisation susceptibles de prolonger la durée de vie, de nombreux avions que la Russie perd ont déjà largement atteint les 1,0 dernières heures de leur durée de vie. L'organisation affirme que d'ici l'été 2024, le VKS perdra 75% de ses effectifs d'avant-guerre en raison des pertes au combat et du simple vieillissement des structures de bon nombre de ses avions.
Plus inquiétant encore pour la Russie, la situation ne semble guère meilleure pour ses avions les plus récents. Prenez le Su-57 par exemple. Chasseur furtif considéré comme l'un des meilleurs chasseurs de 5e génération au monde. Le Su-57 était pour l'essentiel inutilisé en Ukraine. Cela s'explique en partie par le fait que la Russie ne dispose tout simplement pas de beaucoup d'avions. Début 2023, VKS ne disposait que de 10 unités. Mais même alors, 10 Su-57 étaient censés faire des ravages en Ukraine. La Russie affirme qu'il s'agit de l'un des meilleurs avions de ce type et du premier avion à réaction russe équipé d'une technologie furtive. Il devrait apparaître dans la guerre. Mais il ne le fait pas. La raison pourrait résider dans les nombreux problèmes techniques rencontrés par l'avion au cours de son développement. Sur le papier, le Su-57 devrait être une combinaison d'avions d'attaque et de chasseurs, capable de détruire des cibles sur terre, sur mer et dans les airs. Son corps est composé de matériaux composites, notamment de fibres de verre, de polymères et d'aluminium spécial, à partir desquels sont fabriqués les filtres portables en nid d'abeilles. Il peut également transporter jusqu'à 4 missiles K-77M, chacun étant guidé par radar et pouvant être tiré au-delà de la portée visuelle. La combinaison de moteurs IS-117 ou IL-40 et un F. Un refroidi par double turboréacteur et d'une vectorisation de poussée. 3D devrait lui conférer une excellente maniabilité tout en lui permettant d'atteindre des vitesses de Mach 2 sans engager de post-combustion. Cependant, la réalité est complètement différente. Des problèmes de production signifient que le Su-57, qui a effectué son premier vol en janvier 2010, n'est entré en service qu'en décembre 2020, soit 10 ans après son premier décollage. Et lorsque cela s'est produit, plusieurs experts de l'aviation ont noté qu'il était loin d'être le chasseur furtif que la Russie prétend être. L'un de ces experts, Chris Bolton, s'est adressé aux médias sociaux et a souligné que l'avion avait une section efficace radar similaire à celle du FA-18 Super Hornet. Ceci est remarquable car le Super Hornet n'est pas un combattant invisible. Le F-35 le fait, et le Su-57 a une section efficace radar, un 0 fois supérieur à celle du principal chasseur furtif américain. Le principal problème est cette mauvaise section transversale. Après tout, le chasseur furtif qui apparaît si bien sur le radar n'est pas du tout un chasseur furtif. C'est peut-être pour cela que le Kremlin ne l'a pas placé au-dessus du ciel ukrainien. Il sait qu'il y a de fortes chances qu'un Su-57 sur 10 soit abattu, ce qui le laisse avec un œuf sur le visage, alors qu'il tente d'expliquer pourquoi le chasseur furtif qui, selon lui, se dirige vers des avions de 6e génération a été si facilement abattu par un pays qui n'aurait pas dû être prêt pour cela. Nous voyons donc le problème avec le fait que la Russie s'appuie une fois de plus sur une vieille technologie de l'ère soviétique dans sa guerre contre l'Ukraine. Le Su-57 à lui seul ajoute un autre problème. Il semble que même la technologie russe la plus récente ne puisse pas fonctionner avec l'efficacité escomptée. La Russie ne domine donc pas le ciel ukrainien. Mais qu'en est-il des mers? En termes de chiffres, la Russie possède la plus grande flotte au monde, avec près de 750 navires. Il aurait dû être capable de diriger cette flotte contre l'Ukraine à travers la mer Noire, avec sa formidable flotte de la mer Noire, pour aider la Russie à conquérir les seules eaux menant à l'Ukraine. Mais encore une fois, cela ne s'est pas produit. Au lieu de cela, la marine ukrainienne, qui représente environ 1/7 de celle de la Russie, a réussi d'une manière ou d'une autre à décimer la flotte de la mer Noire. Selon The Guardian, il a détruit 1/3 du navire d'assaut amphibie dévastateur Kostiantin Olshansky, stationné à Sébastopol sous contrôle russe. En fait, ce n'est que dans les premières semaines de la guerre que l'ensemble de la marine russe a réussi à mener une invasion amphibie d'Odessa. Depuis lors, l'Ukraine a pu se défendre contre la flotte de la mer Noire, en utilisant des frappes côtières pour bombarder les navires de surface de Poutine avec des missiles et des munitions. Warrior Maven souligne qu'un problème déjà mis en évidence avec d'autres armes russes affecte sa flotte, à savoir la dépendance excessive à l'égard de l'ancienne technologie soviétique. Par exemple, les croiseurs de bataille russes, Admiral Nakimov
est toujours armé d'une puissance de feu développée dans les années 1986. Il n'a pas de missile hypersonique et, bien qu'il soit presque aussi grand qu'un croiseur de bataille de classe Iowa, sa puissance de feu est nettement inférieure à celle des navires comparables. L'Institut naval des États-Unis, USNI, va plus loin. Il laisse souligner que la marine russe a traversé une longue période de modernisation qui a commencé après la guerre entre la Russie et la Géorgie en 2008. Au cours des 14 années écoulées depuis la fin de cette guerre et le début de la guerre en Ukraine, la Russie aurait dû disposer de suffisamment de temps pour produire de nouveaux navires de combat de surface et sous-marins, ainsi que pour améliorer les capacités de sa flotte existante. L'investissement est assuré, mais la marine russe, bien qu'en croissance, est encore loin de ce à quoi on pourrait s'attendre. Selon l'USNI, l'une des raisons est l'accès de la Russie à sa marine. Historiquement, le pays a toujours concentré ses navires sur les questions de sécurité continentale, les laissant peut-être mal équipés pour faire face à une invasion maritime de l'Ukraine. Mais les périodes de négligence qu'a traversé la marine sont plus inquiétantes pour la Russie. Par exemple, après la chute de l'Union soviétique, la Russie a réduit sa flotte de 75%, ce qui lui a permis de rattraper son retard lorsqu'elle atteindra le point où elle aura à nouveau besoin de navires. Nous le constatons après la guerre avec la Géorgie. La Russie a dû investir massivement pour remettre sa flotte à niveau. Même dans ce cas, l'USNI souligne que la flotte russe modernisée ne diffère pas beaucoup de la flotte de l'ère soviétique. La stratégie continue de se concentrer sur la défense terrestre active, ce qui aboutit à la conception de navires qui pourraient être moins capables d'attaquer des positions terrestres. Une fois encore, un exemple en est la guerre en Ukraine, où l'USNI a conclu que la Russie était clairement incapable de fournir un soutien naval direct à son aile militaire depuis l'eau. C'est surprenant, si l'on considère à quel point la Russie a utilisé cette tactique pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout cela constitue une flotte qui, bien qu'impressionnante sur le papier, est bien moins performante qu'il n'y paraît. Pourtant, si l'on peut affirmer que les échecs navals de la Russie sont autant le résultat de la stratégie que de l'armement, même si la Russie s'appuie toujours sur les navires et la technologie soviétique, il n'y a aucune excuse pour les problèmes de blindage du pays. Ces problèmes étaient invisibles dès le début de la guerre. En mai 2022, Newsweek a fait état d'une conversation interceptée par les services de sécurité ukrainiens au cours de laquelle un soldat russe aurait été vu parler au téléphone avec sa mère de l'état de son gilet pare-balles. La mère demande au soldat ce dont il a besoin. La réponse du soldat, Armure pare-balles. Ce que nous vivons actuellement est terrible, mais ce n'est rien comparé à un rapport d'octobre 2022 publié dans Forbes. Il note qu'en 2017, la Russie a annoncé qu'elle recevrait 200 ensembles de gilets pare-balles avancés Ratnik 2, les livraisons jusqu'en 2020, laissant 300 ensembles. Comme les gilets occidentaux, le Ratnik 2 est doté d'une armure en aramide souple conçue pour protéger contre les éclats d'obus et les projectiles à faible vitesse, ainsi que de plaques en céramique pour se protéger contre les balles de fusil. Cette armure n'est arrivée sur le champ de bataille ukrainien qu'en octobre 2022. Au lieu de cela, affirme Forbes, les soldats russes ont reçu des gilets pare-balles qui étaient soit inadéquats, soit, dans certains cas, faux. Il y a eu des rapports selon lesquels des soldats auraient reçu des répliques de gilets pare-balles russes standard conçus pour l'airsoft et le paintball. Cette armure n'était pas là du tout. Il n'avait aucune résistance aux balles. Dans ce cas, il est possible que ce soit la corruption, et non ses imperfections, qui soit à l'origine des échecs de la Russie. Par exemple, en 2021, un capitaine russe a été reconnu coupable d'avoir volé et vendu 56 ensembles de gilets pare-balles sur Avit, l'équivalent russe d'eBay, soulevant la question de savoir combien d'autres ensembles ont simplement disparu. Forbes suggère également que certaines nouvelles recrues russes sont obligées d'acheter leurs propres gilets pare-balles au lieu de recevoir leurs gilets pare-balles standard. La Russie semble avoir un double problème dans ce domaine. Non seulement il distribue de faux gilets pare-balles à ses soldats, mais l'offre de vrais gilets pare-balles semble si faible qu'il oblige les recrues à acheter ce dont elles ont besoin. Mais si tout le reste échoue,
Au moins, la Russie possède-t-elle des armes nucléaires, n'est-ce pas? Depuis le début de la guerre en Ukraine, Poutine a assuré à plusieurs reprises qu'il envisageait d'utiliser des armes nucléaires tactiques au combat. Il a menacé l'OTAN et ses membres de plusieurs menaces concernant la possibilité d'une guerre nucléaire s'ils étaient directement impliqués. Mais même la menace nucléaire russe n'est peut-être pas aussi forte qu'il y paraît. Comme le souligne Wired, personne ne sait vraiment si les bombes nucléaires vieilles de plusieurs décennies et qui constituent l'essentiel de l'arsenal russe fonctionnent. Après tout, les armes nucléaires nécessitent un entretien. Les ingrédients qu'ils contiennent ont une date de péremption. Ils sont sujets à l'oxydation, à la décomposition et à la fatigue du métal. Il y a aussi le problème du tritium. Cet isotope essentiel est utilisé dans les bombes à hydrogène et a une demi-vie de 12,3 ans. Même si la Russie possède un stock de cet isotope pouvant être vendu à 34,0 $ le gramme, ce stock est détruit au même rythme. Compte tenu de ce que nous avons déjà vu, alors que la Russie utilise une grande partie de sa vieille technologie soviétique pour compenser le mauvais ou l'inexistant bilan de ses armes modernes en Ukraine. Quelqu'un peut-il garantir que la Russie maintient ses armes nucléaires? Ou repose-t-il sur un tas d'armes nucléaires en décomposition, dont beaucoup, si elles étaient lancées, auraient conduit à des fiascos? Mais nous ne pouvons que deviner. Il est clair que la corruption, l'accent mis sur le développement d'armes de prestige comme le Su-57 qui ne semblent pas fonctionner, et le recours à une technologie obsolète sont les principales raisons pour lesquelles les armes russes sont si mauvaises. La guerre en Ukraine est simplement montrée à quel point les choses vont mal et sert peut-être de démonstration pratique de la raison pour laquelle tant de pays qui ont acheté des milliards pour exporter des armes russes regardent désormais ailleurs. Mais qu'en pensez-vous? Les armes russes sont-elles vraiment aussi mauvaises qu'elles le paraissent? Ou la lutte pour réduire l'Ukraine est-elle le résultat de facteurs tactiques? La Russie gagnera-t-elle la guerre même si elle s'appuie sur des armes obsolètes? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires et merci d'avoir regardé la vidéo. Maintenant, allez voir pourquoi toutes les armes russes échouent ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.